commencer. Donc aujourd'hui, je vais parler de la décomposition du cocentre stable. Donc, je rappelle que toute ces séries d'exposés, il s'agit d'un travail en commun avec Ziling Luo. Et pour cet exposé spécifiquement, il est inspiré d'un travail de Johnston et Luo. Voilà. Donc, je rappelle un peu les notations. Donc, on a pour nous G et souvent le groupe SN2 de F, où F est un corps local non archimédien. Et on suppose que la caractéristique du corps résiduel est impaire. Et donc, les torts maximaux de G sont de la forme sont les éléments de norme 1 de E1 de E alpha, où E alpha c'est pas que l'ensemble 0, 1 et plus moins 1 demi, où E0 est F fois F, l'extension déployée, l'extension quadratique déployée, E1 sur F c'est l'extension non ramifiée. Et les deux autres sont les deux extensions ramifiées. Donc ça, c'est la liste complète des temps maximaux à conjugaison stable près. Donc en caractéristique 2, il y en a d'autres. Mais là, donc on a comme un groupe réductif p-adique, on a Z, c'est le centre de Bernstein. De G, donc c'est l'anneau des endomorphismes du foncteur identité, donc catégorie de représentation lisse. Donc on a ce cas-là, on a le centre stable qui est complètement bien défini pour ce cas SN2. Et aussi le fait qu'on arrive à avoir une description complète de ce cas, parce qu'on connaît toutes les représentations dans ce cas SN2. Et on a l'algèbre de Hecke H, c'est l'algèbre des distributions lisses à support compact. Et on a le cocentre de H. On a identifié l'espace des intervalles orbitales de H en faisant en construisant des mesures judicieuses sur les espaces des classes de conjugaison, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis on a aussi le centre stable. Par définition, c'est l'espace des intervalles orbitaux stables, des vents sphériques. Donc ça, c'est sorte de l'espace de fonction
sur T sur W de F. Donc c'est l'espace des classes de conjugaison stable, qui dans ce cas c'est juste simplement F. Mais tous ces objets sont bien définis en général. Et on sait que le CST est un... Il y a peut-être une complétion ici, mais je ne passe sous silence. Est un ZST module. Donc c'est presque un module libre de rang 1, qu'on verra. Et donc on a, la dernière fois, on a des... Donc il y a la photoréalité qui s'appelle d'habitude l'induction automorphe de cet or vers SN2. Donc du coup on a l'homomorphisme de rho alpha qui va de Z stable vers Z alpha. Z alpha, c'est simplement l'algèbre de Hecke du tore. Qui réalise le morphisme de fonctionnalité. Donc on peut relever des représentations du tore en des paquets de représentations SN2. Donc ça, c'est une homomorphisme d'algèbre. Et puis on a le transfert stable T alpha qui va de C stable vers, disons, C alpha. Donc c'est la même chose, c'est aussi l'algèbre de Hecke. Donc ces deux objets sont les mêmes. Ici c'est la transfert stable de Langlands. Donc ici c'est simplement l'application du Han à l'appellation ensembliste, plus ou moins. Donc ici, c'est le transfert stable qui est adjoint à l'application linéaire qui envoie le caractère ici au caractère stable ici. Donc il y a la adjointe. Et voilà. Et il y a un fait vraiment fondamental, c'est qu'en fait, le T alpha est rho alpha linéaire. Ou dans le sens que vous devinez. Donc ça, c'est vraiment important pour notre raisonnement. Donc le transfert stable de Langlands n'est pas simplement une application linéaire entre des espaces vectoriels de dimension infinie, mais en fait, c'est une application linéaire au-dessus d'une application d'algèbre tout à fait sympathique. Il y a pas de... Et ensuite, on a aussi on peut compléter le diagramme. On a une application canonique de CST et de ZST que j'appelle Lafort et prime. Si tu prends une mauvaise idée, je vous dis, j'appelle ça Lafort tout court parce que c'est la somme qui est canonique, qui va du cocentre vers le centre. Donc la définition ça se définit en fait au niveau des cocentres et le centre. Ce n'est pas la peine de passer au stable pour le faire. On dit simplement que donc ici, l'image de Lafort prime est un élément dans le centre de Bernstein tel qu'il agit sur une classe sur la classe d'équivalence inertielle comme la trace de cet élément cocentre dans l'induction parabolique correspondante. Donc c'est complètement bien défini. Et voilà. Et aussi Lafort prime est aussi linéaire. Et ZST linéaire. Donc ça, la linéarité, c'est un peu la propriété spectrale de ce diagramme, mais on a aussi les formules analytiques pour ces choses. Si on peut se limiter aux fines, donc c'est la partie où des fonctions ou des sections qui sont supportées par un nombre fini de composantes
de la variété de Bernstein. Alors, dans les deux cas, les éléments dans le centre de Bernstein stable peuvent être représentés par une fonction sur cet ensemble de classes stables par terme de Morstadic. Tous les éléments de centre de Bernstein qui sont supportés par un non-fini de composantes sont en fait des fonctions localement intégrables. Et dans ce cas, puisque c'est des stables, c'est des sommes sur l'ensemble des classes stables. Et dans ce cas-là, c'est par définition, c'est des fonctions sur les classes stables. Et tous ces transferts homomorphiques d'algèbre et la forme peuvent s'exprimer agréablement en termes de des formules de transformation de Fourier. Donc, on a, par exemple, on a la forme prime de f. Pardon. Il y a une petite subtilité ici, je me trompe souvent. On a rho alpha de JC. Donc JC, c'est une fonction sur T sur W de F, telle que la trace est un nombre O JC, DG est dans le centre de Bernstein stable. Alors la descente, donc l'action de JC sur une représentation diédrale provenant du tore E alpha est donnée par la formule. Donc il y a cette formule, jolie formule, qui est donnée par le Fourier inverse du Fourier de J de C. Donc, état alpha, c'est le caractère quadratique associé à l'extension quadratique alpha. Donc, ici, c'est la valeur absolue. Donc, on fait la forme Fourier, on multiplie le caractère d'ordre 2 quadratique. On divise par la valeur absolue, on fait fonction inverse. Puis là, ici, la constante de Weil. Et puis on restreint, et puis le tout, il faut restreindre au tore. Alpha. On a la même formule pour le transfert. Le transfert d'une fonction f. Donc f est une fonction sur T sur W de f qui soit de la forme f, c'est SO de h. H est un élément dans l'algèbre de Hecke. Alors, on peut calculer, donc ça c'est la constante de Weil. C'est une racine quatrième de l'unité. Et le transfert stable de f est aussi, il y a lambda E sur f de f, mais ici on n'a que le caractère quadratique. Et aussi restreint. Voilà. Et donc, vous voyez la différence en quelque sorte de ces flèches et ces flèches qui se mesurent par la force, c'est simplement le multiplier ou diviser par la valeur absolue du côté dual. Mais c'est pas comme, au moins je ne sais pas si c'est totalement exact comme de cette sorte. La forme prime, il est bien définie en
en termes de représentation. Donc j'aimerais dire que la forme prime de f, ce sera le Fourier psi de f, soit la valeur absolue, pour compenser ce terme. Mais je ne suis pas sûr que c'est vrai pour tout l'espace, parce que en fait, l'application, la forme prime ici, donc ça c'est une question. Je crois que la réponse n'est pas correcte. Mais la forme prime, on voit que la forme prime, on verra, on le démontrera ensuite, mais la propriété de la forme prime est surjective. Et son noyau est engendré par le caractère de la Steinberg. Donc c'est juste elliptique et delta V. Donc c'est ce que j'appelle le caractère elliptique normalisé de la représentation de Steinberg. Ça, vous pouvez le voir, vous voyez ici, en fait, la trace de ce caractère elliptique sur toutes les supercuspidales est nulle. Donc, et il l'envoie aussi sur 0 donc il y a un noyau. Et je ne crois pas que ces formules s'appliquent à cette fonction. C'est peut-être, mais je ne vois pas la raison pourquoi, quand on applique cette formule à cette fonction, on trouve 0. En tout cas, c'est un point que ça n'affecte pas notre résultat en quelque sorte, mais c'est un truc un peu perturbant. Mais on peut définir ce Laforgue dans le sens inverse. Donc ici, le Laforgue, il n'est pas... Donc ça, c'est surjectif, donc ça, c'est injectif, pour ne pas s'embrouiller. Donc Laforgue prime, elle est bien définie sur les théories de représentation, mais la formule ne marche pas toujours, ne marche pas pour ce truc dans le noyau. Alors que la Laforgue, c'est une des sections. Il y a un espace dimension 1 de section, mais elle a la formule, je peux l'écrire la forme de f de... Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, cette formule, ça fait une formule et ça fait une section. C'est une section de la forme prime qui est bien définie. Et, il y a des propriétés analytiques que je rappelle ici, je ne vais pas démontrer, mais les propriétés analytiques de ce Laforgue prime, de ce Laforgue, pour que cette formule est bien définie, on a que les propriétés analytiques donc si j'ai un élément du centre Bernstein stable et fine, qui veut dire qu'il est en tant que fonction algébrique sur la variété de Bernstein, elle est supportée par un nombre fini de composantes. Alors JG est l'image inverse de JC fois DG, où JC est une fonction sur F, sur la droite des traces, et on a les propriétés que JC est absolument intégrable.
on sait que la transformation de Fourier est lisse et 0 en 0 et s'annule en 0. Et on a aussi que on peut démontrer aussi que la transformation fouriérienne JC divisée par la valeur absolue est aussi absolument intégrable. Donc ces formules, ça a vraiment un sens analytique. Et bon, bien sûr, on n'a pas d'une démonstration intelligente de ce fait analytique, mais ça peut le vérifier en se basant, en fondant sur les formules explicites de Moore et Tadic. Donc, en quelque sorte, ce serait vraiment intéressant de comprendre ce fait dans le groupe de Rome supérieur, parce que vous voyez, entre ces deux espaces, le quotient, c'est beaucoup plus sympathique. En fait, c'est l'espace de section à support propre d'un faisceau sur le quotient stable. Donc, cet espace, en plus d'être une ZST module, il est aussi un module sur l'anneau des fonctions listes sur le T sur W, alors que ZST, il n'est pas du tout local. Donc cette transformation un peu bizarre, en fait, il bascule d'un truc qui n'est pas local dans un truc local. Alors c'est un mystère. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour réaliser cette propriété? Et ensuite, ce sera vraiment intéressant de comprendre les propriétés analytiques pour que ces formules aient un sens. Voilà. Donc voilà, de nouveau, je rappelle qu'il y a la forme prime qui est bien définie spectralement, et la forme, une section qui est une formule analytique, et donc la forme prime, alors aussi, il faut dire que l'image de la forme, donc l'application du centre dans le cocentre, qui est injective, et de codim 1 est définie comme l'orthogonale du caractère trivial, du caractère de la représentation triviale. Le fait que ce soit 0 en 0, c'est évidemment que c'est orthogonal à caractère de la triviale. Et donc, cette formule ici est valide. Cette formule analytique elle est valide sur cet espace de codimension A. Donc, c'est tout ce que je sais dire. Donc, il y a une formule, mais il n'est valide que sur un sous-espace. Et donc, sur ce sous-espace est bien isomorphe à ce ZST. Maintenant, le but de l'exposé aujourd'hui est d'aller un peu plus loin avec ces genres de formules, parce qu'on connaît, on peut faire des dessins de théorie des représentations, des paquets de représentation de SN2. Donc, on a vraiment schématiquement, on a la série principale, je dessine comme un cercle. Donc ici, j'ai un problème avec un point. Donc ça, c'est le dessin de la variété de Bernstein.
de Bernstein stable de Sn2 de F. Donc ici, l'induction du delta B1,5, on a un problème ici parce qu'il y a deux représentations qui, dans le même, qui sont des sous-quotients de même représentation. C'est la triviale et la Steinberg. Voilà. Mais il y a trois autres points. Ils ne sont pas dans la même composante, mais parce que je ne veux pas dessiner une infinité de cercles, j'écris comme s'il s'agit de la même composante. Donc là, c'est des points qui sont des limites des séries discrètes. Donc il y a une série discrète qui correspond à donc ici c'est état 1, le caractère quadratique non ramifié, et qui donne bien une série principale qui est limite de série discrète. Et à partir de ça, on a la série discrète de. Ça, c'est la série discrète de l'extension quadratique non ramifiée. Et ici, on a l'état 1,5 et l'état moins 1,5. Ce sont deux caractères quadratiques correspondant aux deux extensions ramifiées et qui sont des séries discrètes, donc ça se connecte. Alors un truc comme ça. Donc ici, il y a un truc bizarre qui se passe, en fait, que les trois séries discrètes se rencontrent en un point. C'est ce paquet extraordinaire avec 4 éléments. Là, c'est le seul point d'intersection. Voilà. Donc ça, c'est le dessin complet de la variété de Bernstein stable. Et donc le spectre, c'est le spectre de cet inject. Donc qui n'est quand même pas terriblement compliqué de point de vue géométrie algébrique, il y a un peu trop de composantes. Et le cosine stable, c'est un module là-dessus. Et on se voit bien qu'en fait, le seul point où il y a la torsion, c'est ce point qui correspond au Steinberg et trivial. Donc si on a. En fait, ici, je vais écrire tout de suite que on a le cosine stable vers le sens stable, donc c'est un mot canonique. En fait, c'est le fait que ZST, c'est le quotient libre de CST. Le quotient localement libre de CST. Et ici, c'est un truc de dimension A. Et c'est l'espace engendré par le caractère θ Steinberg en elliptique delta V. Le caractère elliptique normalisé. Voilà. Et pour notre but original, c'était de construire le noyau de la transformation ρ Fourier, qui correspond à l'équation fonctionnelle, et aussi d'écrire l'action de cette transformation Fourier sur une orbitale stable. C'est essentiel en fait d'arriver à décomposer le CST en termes de cette géométrie, avec des formules explicites comme ça. Donc c'est ce que je vais faire. Donc vous voyez par exemple ici, si on prend cette composante, donc ça c'est le E1, 1,5. C'est le H,
Je mets un plus, puisque j'enlève le caractère trivial qui est contenu dans la série principale. Alors, on voit bien que si je restreins le sens stable à cette série, en quelque sorte, cette série, ce n'est pas une composante, c'est un nombre infini de. Alors, c'est en fait un facteur direct. Ça me va la géométrie. Et donc, ça me donne en fait une projection. Donc, donc là, donc j'ai une projection de CST vers H E1. E1 et demi plus. Donc d'abord j'ai le T alpha, donc j'ai le transfert stable qui va vers E1 sans plus, et puis j'enlève le caractère trivial. J'ai la partie positive en quelque sorte, et ensuite j'ai une section canonique que j'ai notée E alpha plus, qui s'en va dans CST. Donc le composé c'est une projection. Donc je vais écrire une formule, trouver la première, trouver une formule analytique pour cette projection. Pour cette projection, donc puis présent pour de E alpha plus. Et donc j'aurai la même chose pour le ici c'est alpha. J'aurai la même chose pour le 1, le 1,5 et le moins 1,5. Il faut faire un bricolage avec ce point-là, un peu désagréable, mais on verra. Et ensuite, il faut que je trouve le plus étonnant, c'est en fait une projection aussi sur en quelque sorte le CST0, donc la partie supportée par les séries principales. Donc je vais écrire toutes ces formules. Donc je vais te dire tout de suite que la première partie, c'est possible parce qu'on a le formule orthogonalité elliptique des caractères. Donc la formule analytique de E alpha plus se déduit vraiment directement de l'orthogonalité elliptique des caractères. Et ensuite, ici, on peut arriver avec cette formule parce que c'est ce qui reste. Donc c'est les complémentaires, c'est les supplémentaires, en quelque sorte, des autres, des composantes alpha non libres. Voilà. Et on écrit vraiment, la seule façon d'écrire, c'est comme un complémentaire. Mais je n'ai pas l'autre formule. Voilà. Alors, j'écris maintenant la formule d'orthogonalité des caractères elliptiques à l'aide des mesures que j'ai introduites les dernières fois.
Alors, si pi et pi prime sont des représentations irréductibles et supercuspidales de Sn2 de F, eh bien, on a donc le caractère θ pi et θ prime sont des fonctions sur GF sur GF, sur les classes de conjugaison. Donc les fonctions sur les classes de conjugaison régulière semi-simple. Et alors j'ai la formule, donc j'appelle ça C de F. Et sur C de F, j'ai une mesure qui doit être l'image inverse de la mesure sur le quotient stable. Donc j'aurai cette formule. L'orthogonalité de Kashdan s'écrit comme θ pi de x, θ pi prime de x et v x delta x dx est 0 si pi n'est pas pi prime dual et 1 si pi prime dual. Donc ça c'est en pile point l'accouplement elliptique. Donc au lieu de définir un peu abstraitement sur les modules, on peut l'écrire en intégrale. Parce qu'on reste avec cette mesure. Donc ici c'est le dx, dans ce cas Sn2, ça marche en général, mais ici dans ce cas c'est la mesure additive sur f. Delta, c'est le delta de Hrechandra, c'est la racine carrée du module, du discriminant de Weil. Et ce v de x, dans le cas réel, c'est 2pi. Donc on a une mesure canonique sur des tores. Et lorsque le tore est compact, il a un volume. Donc c'est le nombre qui correspond au volume de ce tore. Donc c'est des constantes sur les tores. Mais le constant peut changer quand on passe d'un tore à l'autre. Donc il y a cette formule. Voilà. Et ah oui, c'est sur la partie elliptique. Donc il faut que je mette un x ici. Oui. Oui, merci. Et ici, il y a, pour moi, c'est un petit miracle qui se passe. Et si on veut l'écrire, on veut réécrire, on veut impliquer une formule d'orthogonalité des caractères stables, d'orthogonalité elliptique des caractères stables. Donc, on a les caractères stables, donc on a les caractères stables supercuspidales, c'est cette partie ici. Et donc, on a sont donnés par E et qui, où E c'est E alpha dans ou bien 1 au moins 1,5. Et qui est un caractère de E1 qui est un non-nul, qui n'est pas trivial. Alors, on a le caractère stable. Caractère stable du parquet correspondant. Et on peut l'écrire la formule ici. Donc, ils sont maintenant des fonctions sur T sur W de F, qui est égal à F,
sur C sont des fonctions sur d'une variable. Et on peut donc si on l'intègre l'un contre l'autre, on a θ stable E qui fois de x stable de E prime qui prime de x, et donc il y a elliptique, delta x, tout ça, le delta et le v sont définis sur la base stable dx, et donc c'est 0 si E qui, donc ça dépend que on a E qui est équivalent à E qui moins 1, ça donne le même paquet stable. Donc notre examen qui est l'ensemble qui moins 1. Donc si E qui est différent de E prime qui prime, et si qui au carré est non nul. Alors on a l'orthogonalité, mais lorsque c'est non nul, c'est un peu subtil. Donc si c'est égal à 2, si E qui est égal à E prime qui prime, et qui au carré est non nul, et non trivial, n'est pas un caractère quadratique. Parce que ici, vous voyez que le paquet a deux éléments. Donc quand on fait l'intégrale, il y a le nombre 2. Mais ça peut être 4. Lorsqu'on se trouve dans ce paquet exceptionnel à 4 éléments. Okay, donc donc ça E prime peut être n'importe quoi, mais si qui prime est égal à qui prime au carré égal à 1. Donc lorsque qui et qui prime est non trivial, mais quadratique, alors n'importe quel 2, ça donne le même paquet. Et le paquet a 4 éléments. Du coup, on fait la somme de 4, intégrée contre les 4, ça vous fait le nombre 4. Parce que c'est comme ça. Mais ce qui est vraiment rigolo, c'est que malgré ça, malgré cela, vous remarquez que l'homomorphisme de epsilon alpha plus qui va de H E1 alpha plus, donc c'est l'algèbre de Hecke de ce tore alpha enlevé du caractère trivial, et puis il y a tau alpha, donc il faut tout ça, j'ai oublié, il faut prendre des points fixes sous l'involution de tau alpha vers ce sens stable de G de F qui est donné par le caractère elliptique normalisé, donc qui plus qui moins 1 dans le θ stable E qui en elliptique delta V est unitaire. Donc ça, c'est vraiment un fait qui est plus ou moins évidente, mais que je trouve extraordinaire. Vous voyez que, bien sûr, lorsque qui et qui prime ne sont pas les mêmes, ne sont pas conjugués, les deux côtés sont 0. Lorsque qui et qui prime sont égaux ou inverses l'un de l'autre, mais le carré est non nul, et bien ici on obtient 2. Et de ce côté-là, quand on intègre qui plus qui moins 1 contre qui plus qui moins 1 sur E1, et bien on trouve 2 aussi, parce que qui
va avec qui et qui moins 1 va avec qui moins 1. On a 2 aussi. Mais alors, il y a, dans le dernier cas, lorsque qui au carré égale à 2, eh bien on a 2 qui contre 2 qui, eh bien on trouve 4. Je ne sais pas si ça se généralise, mais ici c'est quand même vraiment essentiel que ce fait que cet opérateur, qui est du caractère du tore dans le caractère elliptique, est unitaire. Par le calcul, ici c'est le nombre des éléments dans le paquet, et de l'autre c'est l'histoire de qui et qui moins 1. Voilà. Donc une fois qu'on a cette unitarité, on arrive à écrire nos formules. Vous voyez, en plus on connaît, on peut écrire cette formule ici. On peut écrire que on voit que on a une formule analytique de E de E alpha plus, parce qu'on peut écrire cette formule. Donc on a donc qui plus qui moins 1 donne donc cette fonction. Donc c'est il y a le V, il y a un V delta, donc c'est cette partie-là. Et ensuite, on a le caractère stable est donné par le Rennes von Graeff, donc c'est le lambda E sur F, Fourier psi moins 1. Et puis ici, il faut que vous mettez la fonction, il faut qu'on mette la fonction qui plus qui moins 1, et puis on se réfléchit un peu, il faut mettre le V delta en dénominateur. Donc ça c'est la formule finale, qui a fait une drôle de forme. Donc vous voyez que c'est vraiment curieux. Donc ici c'est le four. Ah donc il y a aussi l'état ici. Il y a la partie Rennes von Graeff qui est le Fourier multiplié avec le caractère quadratique et Fourier inverse. Donc il y a ce chouïa de la constante de Weil. Je crois que ce n'est pas très grave. Mais cet opérateur Rennes von Graeff, il faut le conjuguer. Il faut diviser par le volume delta à l'intérieur et multiplier à l'extérieur. Bon, c'est comme ça. C'est ça la formule. Quand dans le calcul, ça n'apparaît pas immédiatement, il faut conjuguer, mais dans une forme de la formule, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, cette formule, ça résout complètement la question de la projection, de trouver la formule analytique pour une projection pour un alpha donné. Maintenant, quand il y a 3 alpha, il y a, pour les et bien sûr, vous voyez que si ça s'applique, cet opérateur s'applique si j'enlève le plus aussi, mais puisque c'est une série principale, ce que je trouve, c'est une fonction qui est supportée par la partie déployée, donc ça devient 0 quand je multiplie avec la fonction caractéristique de partie elliptique. Donc ça tue ce point de toute façon, cet opérateur. Et donc, on a la projection supercuspidale. Donc, on va écrire la projection sur cette partie colorée de la variété de Bershen stable.
eh bien, il faut que je fasse la somme sur les alpha en tenant compte du fait que je ne veux pas triplement compter ce paquet à 4 éléments. La seule façon c'est une histoire de gestion, parce que c'est tout discret, donc, mais je crois que ça semble mieux de prendre d'abord ce qui se passe pour le tore non ramifié, et puis enlever de force ce point de deux autres tores. On peut faire n'importe quelle loi, ça donne la même formule, mais donc on a ce sera le E1 plus T1 plus E1 demi plus de T1 demi plus 1 moins 1 demi plus de T moins 1 demi. Donc ça, ce sera la formule pour la projection supercuspidale. Donc le T1, T1 demi, T moins 1 demi, c'est le facteur de transfert de l'enlance qui sont donnés par la formule de Genn-Van-Graeff, Fourier multiplié avec caractère quadratique et Fourier inverse. Et une fois on est sur le tore, on est sur les tores, dans le tore non ramifié, j'enlève de force le caractère trivial, donc qui de toute façon va être annulé par ce epsilon A+. Mais ici, j'enlève aussi, donc ici, ça va enlever le caractère trivial et le caractère quadratique. Donc il y a beaucoup de caractères quadratiques ici, mais ce n'est pas le même. Ça, c'est le caractère quadratique qui en demi, je ne sais pas comment se noter, du E1 demi plus. Il y en a un seul. Donc il faut enlever l'enlèvement, ça donne le plus ici, et j'enlève ici. C'est juste pour éviter de triplement compter ce paquet à 4 éléments. Vous pourrez échanger le rôle des 3, mais je pense que c'est le. Et donc, ça fait une formule, mais comme c'est un peu long, que tous les composants ont une formule analytique. Ça, c'est ça de Genn-Van-Graeff. Ça, c'est Genn-Van-Graeff elliptique inverse, je ne sais pas comment le dire. Et ici, je répète, il faut prendre le Genn-Van-Graeff et puis conjuguer avec ce V delta. Il faut diviser à l'intérieur et multiplier à l'extérieur. Et on fait de même pour les deux autres. Donc, ça nous donne cela nous donne une formule de projection sur cette partie-là. Alors, comment on fait pour cette partie-là? Là, depuis la coupe elliptique ne sert plus parce que ça, c'est partie principale. Mais justement, je vais prendre les fonctions qui sont dans le noyau de cette projection. Donc maintenant, construire ce que je veux faire maintenant, c'est construire une. En tout cas, en plus, ça, c'est des ST linéaires. Donc, tout ça, c'est linéaire. Il y en a une seule qui sont ST. Donc, ça, non peut être canonique, il n'y a aucun choix. Là. Il y a une seule qui soit ZST linéaire. Ils sont donnés par ces formules elliptiques. Et maintenant, le noyau, donc j'appelle ça la projection supercuspidale. Donc je prends le noyau de la projection supercuspidale. Donc ça, c'est la partie qui est supportée par les composantes de dimension A. C'est supporté par la partie principale, par ZST0.
Donc ça c'est la composante induite de ZST. Donc qui est le même d'ailleurs, c'est le même que l'algèbre de Hecke de E01 et point fixe sous l'involution taux 0. Et cette partie-là, comme j'avais remarqué, elle est presque libre, elle n'est pas libre, il y a juste un bout de torsion. Donc j'ai le morphisme de Kerr en cuspidale. Noyau de la projection supercuspidale s'envoie sur Z ST0. Donc ça c'est c'est la partie de la transformation de la forme sur les induites. Et donc il y a le noyau et un vectoriel de dimension 1 qui est engendré par le θ Sternberg elliptique. Voilà. Ouais, donc maintenant, par cette suite exacte, je vois qu'il n'y a pas une seule section, mais deux sections diffèrent de ce bout. Donc c'est plutôt une dimension 1. Donc l'espace de section des sections ZST linéaires est un vectoriel, un espace vectoriel de dimension 1. Donc là, on a un peu d'un problème parce qu'on doit choisir, mais en fait, il y a deux choix qui sont un peu meilleurs que les autres. Donc il y a deux choix. Il y a deux sections qui semblent un peu meilleures que les autres. Donc l'une, la première, c'est la section l'une à l'image orthogonale au caractère de la représentation triviale. Et l'autre, donc l'autre à l'image orthogonale au caractère de la représentation Sternberg. Donc c'est relativement clair que ces deux espaces sont des sous-espaces, sont des sous-modules, sous-modules ST-modules, et ils n'intersectent pas ce noyau, et ils s'envoient de façon isomorphe sur ZST0. Donc ça fait des exceptions. Donc il faut écrire des formules analytiques pour ces deux sections. Alors je ne vais pas vous faire subir la formule, mais c'est relativement clair. On prend une fonction quelconque sur la partie supportée sur les traces hyperboliques. Ça fait une fonction, donc on prolonge par 0. Et on applique T1. Là, T1 nous mesure comment cette fonction, qui est supportée par les éléments diagonales, agissent sur les séries discrètes venant de l'extension non ramifiée. Il agit de manière non triviale, mais on peut le mesurer et puis on peut relever par H1A+, et on se soustrait.
la soustraction, ça fait un truc qui n'agit plus. On fait de même pour les deux autres. Donc c'est vraiment défini par ces formules. On a défini une fonction supplémentaire. Donc sur cette partie, c'est ce qu'on veut, mais il agit par 0 sur les supercuspidales parce qu'on connaît la projection. Et puis bon, une fois comme là, ce bazar, il faut corriger encore une dernière fois pour qu'il agisse 0 sur la triviale ou 0 sur Steinberg. Donc ça nous a fait deux formules analytiques, mais qui ne sont plus très jolies. Enfin, elles sont ce qu'elles sont. Avant de terminer ici, je voulais insister qu'en fait les deux sont importantes dans ce qu'on veut dans notre projet, parce que c'est la première projection qui donne ce que j'appelais la partie qui est orthogonale au caractère trivial, qui a de la formule analytique. Ça donnera la formule pour pour le noyau de la trempe Fourier, de ρ Fourier. Et l'autre, qui est caractérisé par l'orthogonalité de Steinberg, il a une autre application un peu étonnante, c'est en fait si ça donne des formules explicites, formule pour explicite, si on peut carrer explicite, pour les intégrales orbitales instables. Des formes sphériques. Donc, y compris la fonction basique ou n'importe quelle fonction sphérique, parce que quand on a une fonction sphérique sur G, et donc elle est déterminée par la transformée de s'attaquer. D'un autre côté, l'intégrale orbitale sur le déployé, sur la partie déployée, est aussi donnée par le transformée de s'attaquer. Donc, en fait, le s'attaquer est déterminé par la restriction des intégrales orbitales stables sur les éléments déployés. Donc, en particulier, les intégrales orbitales stables, y compris les elliptiques, sont déterminées par la restriction aux éléments diagonales. Parce que là, on a déjà toutes les informations pour la transformée de s'attaquer. Donc il y a une sorte d'extension un peu curieuse des fonctions sur les traces des éléments déployés aux autres éléments. Et cette extension canonique donne la formule pour les intégrales orbitales instables, au moins notre SN2. Et je prétends que cette deuxième section nous réalise cette extension canonique. Donc voilà. Donc il y a bien sûr une question qui est évidente pour ceux qui font un peu de géométrie. Est-ce que cette extension a un rapport quelconque avec la géométrie ou c'est purement analytique? Je ne sais pas, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une sorte de faisceau pervers qui réalise cette extension. Donc voilà, j'arrête ici.